Bonjour. Nous sommes très nombreux autour du lancement de cette initiative. Donc, au nom de la FIM, je voudrais présenter les intervenants autour de la table. Jean-Jacques Guédès de Renault. Bonjour Claude. Donald Elomba, Airbus. Bonjour Claude. Olivier Boly du SIAP. Bonjour. Fabrice Ajavon du SIAP. Bonjour Claude. Et Benjamin Poisson, Engie. Nous sommes réunis pour parler de la plateforme numérique des composants pour les travaux neufs et la maintenance. Jean-Jacques, tu as la parole. Merci Claude. Bonjour à tous. Très heureux donc de pouvoir vous présenter aujourd'hui une initiative qu'on est en train de mûrir depuis un petit moment entre plusieurs industriels sur la plateforme numérique des composants industriels. Alors nous sommes plusieurs entreprises du secteur privé mais aussi du public, de diverses activités, aéronautique, automobile, énergie, traitement de l'eau, et regroupées autour de la FIM et de sa plateforme qui s'appelle icatnpmi.com. En fait, depuis 15 ans, le sujet a eu un certain nombre d'épisodes et on a abouti aujourd'hui, je dirais, à une évidence. C'était déjà un petit peu évoqué dans la conférence précédente. Nous avons, chacun des industriels, finalement, nous avons créé nos propres référentiels de gestion de composants et en particulier de composants de rechange. On y passe beaucoup de temps, on y perd beaucoup d'énergie. Il faut évidemment, puisque nos systèmes évoluent en permanence avec la technologie, il faut maintenir tout ça à jour. Et naturellement, puisque chacun est dans sa direction, il y a une probabilité infiniment faible de pouvoir converger de façon naturelle. Donc il suffit de continuer comme ça, rien ne va changer. On continuera à gaspiller notre temps sur le sujet comme nous le faisons depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, il y a 3-4 industriels qui ambitionnent de pouvoir mettre en commun leur base de composants sur cette plateforme. Et donc, c'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Notre projet commun, notre ambition, c'est de pouvoir référencer sur cette plateforme partagée 1 million de nos articles en 2017. On le fera à partir de nos propres bases de données. On a une quantité importante de composants dans nos magasins et dans nos systèmes de données. Et nous allons pour cela faire appel aussi aux fabricants à qui on fait appel pour nous approvisionner de manière à ce qu'ils puissent compléter sur ce catalogue les propriétés et les caractéristiques techniques de leurs pièces. Alors comment on va faire ça ? Notre situation d'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un scoop. En gros, ça ressemble à ça. On a un paquet de pièces, on a à peu près autant de catalogues. On range ça au mieux, mais ça fait quand même beaucoup de piles. Chacun les siennes et chacun rangé au mieux, mais d'une manière qui n'est finalement pas cohérente. C'est un vrai casse-tête. Tout le monde le vit, et en particulier les gens de maintenance. Ce à quoi on rêve, c'est un système structuré, un système de classification, un système de description qui puisse être, pourquoi pas, commun et dans lequel finalement on puisse tous se retrouver de la même manière. Ce système, il existe. Il s'appelle eClass. eClass, c'est un système proposé par une association allemande qui travaille sur le sujet depuis une quinzaine d'années. Ils ont démarré en 2000. En 2002, ils avaient décrit à peu près 600 familles de composants. Aujourd'hui, ils sont à 40 000. La prochaine version qui sort l'année prochaine, on aura 60 000 familles de composants différents. eClass, c'est aussi un système multilingue. Ça couvre aujourd'hui 14 langues qui permet donc de s'adresser à la très grande partie des pays industrialisés de la planète. Et donc eClass, ça ressemble à ça. C'est une bibliothèque commune avec des rayonnages bien structurés, des étiquettes standardisées, des manières de décrire les objets standardisées également, mais par contre, les rayons sont vides. Donc c'est une bibliothèque qu'on peut s'acheter en kit, qu'on peut installer chez soi, mais qu'il faut monter soi-même ensuite pour y mettre les livres. Notre projet, finalement, c'est quoi? C'est de repartir de ce que nous avons dans nos systèmes
de les intégrer dans le système e-class et de pouvoir en faire un rayonnage complet, standardisé. Ça s'appelle I4 NPMI et c'est basé sur la structure e-class. Alors cette structure, elle est sur 4 niveaux. On ne va pas rentrer dans le détail parce que vous avez bien compris, 40 000 familles, la soirée ne suffira pas. Hein, mais nous avons 4 niveaux de description pour classer les composants. Ici, par exemple, c'est la chaîne de la famille électrique-électronique qui nous amène au 4e niveau, au disjoncteur d'arrivée, ce qu'on appelle la commodity class. À ce niveau 4 vont ensuite être décrits l'ensemble des propriétés techniques qui permettent de définir chacun des objets. Donc aujourd'hui, 41 000 classes, 17 000 propriétés qui ont été standardisées et qui sont évidemment transverses aux différentes classes et avec 4 500 valeurs également standardisées. On a un contenu qui continue à grandir de l'ordre de 8 à 10% par an. Si on prend un exemple avec par exemple notre disjoncteur, ce que l'on voit en partie gauche, donc c'est le plan de classement avec ses différents niveaux qui nous amène aux principales familles de disjoncteurs. Et dans cette première famille, vous voyez à droite la liste des caractéristiques, des propriétés qui vont permettre de dire finalement mon disjoncteur, quelles sont ses propriétés. On va prendre un exemple d'un produit connu de Legrand. C'est la référence 6021 de Legrand, c'est un disjoncteur classique, protecteur de câble, 32 ampères. L'ensemble des caractéristiques, finalement, il y a des caractéristiques générales qui vont permettre d'identifier le produit avec son code GTIN, quelques éléments commerciaux, et à droite, les propriétés techniques qui vont permettre de décrire d'une manière commune l'ensemble des produits. Voilà, donc je vais passer la parole à Donald qui nous expliquera pourquoi ce système intéresse Airbus. Merci Jean-Jacques. Airbus a rejoint le projet e-class I4 il y a bientôt 1 an. Et je vais vous présenter les raisons pour lesquelles on a souhaité rejoindre le projet, la problématique, notre contexte, d'où est-ce qu'on est parti pour en arriver à la position actuelle. Donc, le contexte chez Airbus pour ce qui concerne la gestion des pièces de rechange est que au niveau européen, alors pour Airbus commercial, au niveau européen, Airbus est 12 entreprises entre la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre. Donc, au sein de ces entreprises, de ces usines, on s'est rendu compte qu'on avait un stock de pièces de rechange qui n'était pas du tout, qui n'était pas partagé entre les usines. Avec une capitalisation de plus de 70 millions d'euros et un taux de rotation d'environ 20 millions d'euros. Et on s'est rendu compte qu'on avait un système de supply chain qui était plutôt qui est très coûteux et forcément très challengeant pour l'entreprise. Donc les conséquences, elles sont bien évidentes, c'est l'existence de plusieurs pièces de rechange identiques, mais codifiées et classifiées de façon différente entre les usines. Et également, c'est l'impossibilité d'interchanger les composants entre les usines, bien que les équipements soient identiques. Et non seulement en dehors de la division Airbus commercial, donc on s'est rendu compte également qu'il est impossible d'interchanger les composants, les pièces de rechange entre les divisions, entre Airbus commercial, Airbus Defence and Space et Airbus hélicoptère par exemple. Et effectivement, l'une des conséquences également, c'est le rallongement du MTTR au niveau de la maintenance et une très très mauvaise gestion des pièces de rechange. Donc partant de ce contexte, de ces observations, on s'est posé la problématique qui en est découlée était celle de savoir comment rationaliser déjà la gestion des pièces de rechange et comment permettre un échange entre les différentes usines. Donc pour cela, on s'est fixé 3 hypothèses. La première étant la possibilité de permettre aux usines d'avoir une visibilité sur les différents stocks de leur usine sœur.
la définition d'une codification unique pour la société au final, et puis la mise en place d'un outil unique pour l'échange, pour la recherche des composants et pour l'échange des données entre les différentes usines. Donc, et c'est suite à cette problématique qu'on a découvert ICAT à travers la FIM. Donc on s'est mis pour objectif d'essayer le concept, de tester le concept. Donc c'est ainsi qu'on a rejoint le Engie, la SIAP et les autres sociétés. En complément d'information par rapport à ce qu'a dit Jean-Jacques, pour être synthétique, finalement le projet c'est un catalogue, c'est une bibliothèque qui s'appelle eClass, qui respecte une certaine normalisation, en l'occurrence la normalisation ISO, pour la description des pièces de rechange. Et en plus, à côté de cette bibliothèque, il y a les catalogues qui sont générés par la plateforme, qui sont certifiés par la plateforme ICAT. Donc en gros, finalement, on a ICAT qui va permettre de certifier les catalogues, d'une part, et on a des rangées de bibliothèques, on a des bibliothèques dans lesquelles on pourra ranger ces catalogues. Globalement, le système peut être décrit d'une façon assez synthétique, tel que représenté par le schéma. Donc il faut simplement se dire que ICAT, c'est finalement une plateforme, c'est une communauté universelle à laquelle plusieurs acteurs ont accès. Donc, ce qui va se passer, c'est que les fournisseurs, les fabricants de pièces de rechange vont alimenter la plateforme, d'une part. Les utilisateurs pourront également l'alimenter. Et les éléments qui seront fournis à la fois par les constructeurs, d'une part, et les utilisateurs, d'autre part, vont être classifiés suivant un modèle qui est celui d'ICLAS. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce modèle est bien sûr certifié ISO. Et donc, une fois que cette classification sera faite, sur la plateforme universelle, les utilisateurs pourront créer leur propre catalogue dédié. Et c'est le cas d'Airbus actuellement où on a créé un catalogue dédié Airbus. Et donc, à partir de ce catalogue, on peut alimenter l'ingénierie et grâce à ce catalogue, grâce à cette classification, on a une meilleure gestion de nos pièces de rechange. On peut rationaliser nos coûts. De plus en plus, on a une meilleure visibilité sur les coûts de gestion des pièces de rechange. Et également, nos fournisseurs, nos constructeurs, nos fournisseurs de pièces de rechange ont accès à ce catalogue dédié et donc peuvent facilement communiquer avec nous sur l'ensemble des produits que nous utilisons, sur l'ensemble des pièces de rechange dont nous avons besoin. Donc pour l'instant, nous en sommes là et nous en sommes plutôt satisfaits. L'utilisation continue, elle est en cours de déploiement, notamment en France, pour 3 usines en France. Et les premiers retours que nous avons sont plutôt positifs. Nous avons fort espoir nous pensons bien que la solution pourra, dans un futur plus ou moins proche, être déployée au-delà des 3 usines actuelles qui ont été choisies comme usines pilotes. Merci. Oui, Olivier Bouly. Ah non, pardon. C'est Benjamin d'abord. Benjamin. Mais comme pour on n'a Engie. pas de retour aussi, c'est un peu plus compliqué. Voilà, alors j'en reviens à... Nous aussi, pour Engie, nous partageons cette ambition. Et cette ambition, elle est toute simple, c'est de se dire que le fournisseur, quand il met son information, il le met qu'une fois et que cette information est disponible pour l'ensemble d'industriels qui participent à cette plateforme. Voilà l'esprit de la plateforme. Et derrière cet esprit, forcément, on peut voir aussi que des sociétés de services ou de l'ingénierie pourraient être aussi intéressées pour partager aussi de l'information technique,
mais pas que technique, de la documentation, voire des modèles numériques. Donc, quels pourraient être les avantages pour Engie? Pour Engie, au niveau des achats, tout simplement, ça pourrait avoir une meilleure gestion de l'ensemble de ses fournisseurs, et en particulier pour les pièces détachées. Pour l'achat des pièces détachées, ça nous permettrait de rationaliser l'ensemble d'un parc magasin. Quand je dis d'un parc magasin, c'est sur différents sites, et aussi d'avoir, avec une codification unique, cette vision nous permettrait de pouvoir mieux rationaliser des interchangeabilités entre sites. En plus de ça, la facilité d'avoir de l'information technique pourrait simplifier les achats, puisque en fait, les documentations techniques étant disponibles, il n'y a juste qu'à lancer des procédures d'achat et non plus à réfléchir à des procédures, des spécifications techniques. Pour l'ingénierie, on est sur le même ordre de grandeur, en fait, c'est-à-dire que le fait qu'on partage l'information technique, déjà, ça va permettre d'aller plus vite pour savoir qu'est-ce qui est en standard, qu'est-ce qui n'est pas en standard. Et donc, dans cette vision-là, ça va peut-être permettre de standardiser plus facilement, dès le départ, au niveau d'engineering, cette vision. Et de même, ICAT étant dans l'esprit, on pourrait intégrer des modèles numériques comme des modèles 3D. Et ça, c'est dans l'ère du numérique, c'est important. En ingénierie de maintenance, donc dans la préparation au projet, une des grandes difficultés, c'est l'identification des pièces détachées. Si on pouvait ne pas perdre du temps à identifier des centaines, voire des milliers d'articles, ça c'est quelque chose qui nous permettrait d'aller très vite. Et donc, partager cette information sur les pièces détachées nous permettrait de pouvoir récupérer l'ensemble des données quasi instantanément. Au niveau des manuels de maintenance aussi, le fait qu'on partage l'information, alors les manuels sont disponibles et c'est facilement accessible aussi pour des opérateurs. Au niveau de maintenance, ce qu'il faut voir, c'est que l'interchangeabilité pourrait être simplifiée, puisque derrière, il suffirait juste d'aller dans la plateforme pour essayer de bien comprendre si on est en manque, quel outil ou quelle pièce détachée ou quel matériel on est susceptible de pouvoir être interchangeable et du même coup mieux gérer l'obsolescence des matériels. Donc voilà un peu les quelques avantages qu'on a pu voir pour Engie, et je pense qu'on pourrait très bien en voir d'autres. En ce qui concerne donc le témoignage du SIAP, donc le SIAP, juste en quelques mots, parce qu'il est moins connu quand même que les grands groupes comme Renault, Airbus Industrie et Engie. Donc le SIAP, c'est le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, ou en d'autres mots, c'est le service public pour l'assainissement francilien. Donc une collectivité territoriale qui a en charge le traitement des eaux usées, enfin le transport et le traitement des eaux usées de 9 millions de franciliens, dans 6 usines. Transport qui est fait d'ailleurs dans 440 km de réseau de transport d'eau, qui font entre 2,50 m et 6 mètres de diamètre. Voilà, donc le SIAP, c'est un service public, c'est aussi une collectivité territoriale qui aujourd'hui a un outil industriel à gérer, et à ce titre, donc, pour répondre aux besoins de ces usines et de ces réseaux, donc, fait appel à la démarche ICAT. Très bien. Merci Olivier. Alors je vais vous parler, moi, dans un premier temps, effectivement, des enjeux de cette plateforme ICAT pour le SIAP. Et avant, effectivement, de rentrer dans ce constat et de ce qui nous a amené à nous lancer dans ce grand projet d'envergure, vous donner quelques éléments de contexte. D'abord, nous avons un certain nombre de magasins déportés sur toutes nos usines, ce qui représente près de 70 000 articles magasins que nous avons en gestion. Pour cela, ça représente une valorisation article d'un montant de près de 11 millions d'euros. Et de manière générale, en termes d'activité de maintenance, notre budget annuel global d'entretien et travaux neufs est de l'ordre de près de 82 millions d'euros annuels. Alors, pour vous parler un petit peu maintenant du constat, le constat, quel est-il? D'abord,
on a une masse de données très importante à traiter. Des spécifications de pièces de rechange, des nomenclatures, des tas de données. Et la première des choses, c'est que nous avons énormément de difficultés à identifier tous les articles, tous ces articles, et donc du coup à identifier ceux qui seraient mutualisables. Ce qui permettrait au final de faire de l'échange de pièces intersites, ou même, dans une vision plus lointaine, ce que l'on aimerait faire de l'achat groupé d'équipements ou de pièces de rechange. Et on part aussi du constat qu'on a une base avec des informations qui sont, je dirais, corrompues, puisqu'on n'a pas une bonne maîtrise de notre stock mort, de notre stock dormant. Et donc tout ça, ça a des impacts sur notre approche de la maintenance corrective, et notamment des impacts sur la disponibilité et le MTTR de nos équipements. Notre politique de gestion des stocks n'est pas clairement affirmée. L'idée, c'est de la définir et de vraiment la mettre en œuvre à l'aide de cette plateforme. Et notre stock a la particularité, parce que c'est une particularité propre à nos installations, d'être constitué pour la plus grande partie durant la phase de construction de nos usines d'épuration. Et cela a deux déclinaisons. La première, c'est que ce stock n'est pas forcément adapté à nos besoins en maintenance corrective, puisqu'au fil de l'exploitation, on découvre et on vit avec des défaillances que nous apprenons à maîtriser. Et on a effectivement un taux de rotation qui est plutôt bas. Je vais donc maintenant laisser la parole à Olivier. Donc les avantages par rapport à cette plateforme I4, pour nous, c'est bien sûr une codification unique des pièces de rechange, ce qui nous évitera évidemment d'avoir des doublons, des triplés, voire même pire. Et donc aujourd'hui d'optimiser notre stock de pièces de rechange, d'une part pour le faire mieux tourner, et puis en même temps aussi pour qu'il soit plus simple à gérer. La définition et l'utilisation par tous nos fournisseurs du catalogue dédié SIAP. Alors ça, c'est pas je dirais, c'est pas un vain souhait, on va dire. C'est une volonté aujourd'hui d'homogénéiser nos équipements, de standardiser nos équipements, mais également au niveau de nos pièces de rechange, d'avoir un stock de pièces de rechange qui soit plus facile à gérer et plus facile à faire tourner. Ça suppose évidemment que les principaux fournisseurs, qui, bon, d'ailleurs, je pense, pour certains, sont dans son salon, adhèrent en fait à cette démarche, puisqu'on leur demandera de verser dans I4 en fait leurs articles renseignés, suivant la classification unique. Donc, pour une fois, ils seront peut-être obligés d'entendre un peu les attentes de leurs clients. Également la mise en œuvre d'une politique de gestion des pièces de rechange. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la maintenance tient essentiellement à la disponibilité, enfin, elle assure la disponibilité de nos équipements, et en traitement d'eau usée, comme on est dans un flux, je dirais, continu, on ne peut pas se permettre effectivement d'arrêter un atelier parce qu'il nous manque une pièce de rechange. Ça veut dire qu'il faut assurer l'approvisionnement de cette pièce de rechange dans un délai très court et limiter autant que se peut l'indisponibilité de l'atelier. Et donc pour cela, savoir faire valoriser notre stock de pièces de rechange, et également savoir l'optimiser dans le but d'avoir les pièces qui sont évidemment adaptées à notre besoin, sans avoir, je dirais, un stock trop important à coordonner et à mobiliser dans le cas où on doit faire une intervention. Merci Olivier. La séquence d'après, donc, c'est une démo que je confie à Claude. On a un petit souci de Wi-Fi, donc la démo sera des copies d'écran qu'on a enregistrées. Je pense qu'effectivement, ça sera des copies d'écran, vu que le Wi-Fi public est un peu fatigué. Donc, on le fera, mais on vous promet que c'est de la réalité. Dès le retour à la maison, vous pourrez faire le test. Vous pourrez vérifier que ce catalogue n'est pas une chimère. Qu'est-ce que ça permet? Alors, les principes qui ont été exposés: une classification, une description unique et la vérification des données selon les exigences du modèle E-Class.
ça permet de publier des données certifiées sur la plateforme icatnpb.com. C'est-à-dire, grosso modo, ça permet de constituer ce qu'on appelle un catalogue numérique, catalogue digital. Alors, je sais bien qu'entre digital et numérique, il y en a qui nous disent qu'il y a vraiment un avenir différent. Je dis, bon, si l'on veut, mais appelons-le digital ou numérique. Et rappelons-nous quand même que c'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité, nous n'imprimerons pas un catalogue d'1 million de références. Ah, ça c'est... Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas si c'est digital ou numérique, mais toujours est-il que la vocation du projet, c'est nous n'imprimerons pas en papier ce catalogue. Alors, comment on peut chercher dans ce catalogue ? L'arborescence de classification telle qu'elle apparaît oui, là-bas, donc ça fait partie de la réalité, mais on l'aura dans les transparents. On peut chercher par l'arborescence, donc les classes de description. On peut chercher à partir d'une classe de description, donc on peut chercher un détecteur de proximité inductif par caractéristiques techniques. Tiens donc, on peut chercher par caractéristiques. Les caractéristiques, c'est ce qui permet de qualifier un objet. Ces caractéristiques, c'est je peux chercher un détecteur de proximité dont le diamètre du capteur est de 12 mm et dont la distance d'action est supérieure ou égale à 2 mm. C'est quelque chose que je peux faire spontanément parce que les informations ont été rentrées. Et contrairement à ce que un des intervenants précédents disait, le super Google qui trouverait la réponse à la question. Alors je vous invite en rentrant à la maison à faire le super Google. Disjoncteur tripolaire 32 ampères courbe C sur le super Google. Puis après on verra si le nombre de réponses que fournit le système permet d'approvisionner le dit disjoncteur. Si vous avez la curiosité de le faire, vous verrez que cette super réponse, il y a au moins 18 000 réponses et que les fabricants, ils ne sont pas très nombreux, les plus connus, Siemens, Schneider, Legrand, pour prendre ces trois-là, pour cette question, disjoncteur tripolaire 32 ampères courbe C, tiennent chacun d'entre eux 5 modèles de disjoncteurs différents. Mais on trouve 20 000 réponses sur Internet. Donc je souhaite beaucoup de plaisir à la recherche non structurée. Non. Je pense que c'est la recherche structurée. Et la réponse de la plateforme sur cette question vous aurait donné 107 articles disponibles. Donc diamètre 12 sur les détecteurs, vous aurez répondu diamètre 12, distance d'action supérieure à 2 mm, 107 articles chez 2 fabricants et vous auriez pu voir la référence de l'article, sa fiche technique, sa documentation technique, tout ça en quelques secondes. C'est ce que permet le catalogue, la plateforme de catalogue, qui permet aussi, Donald Delomba parlait de cela, dans le catalogue privé, la partie privative, celle qui vous concerne et tout, de dire j'ai rajouté des propriétés qui me sont propres. Ah, j'ai rajouté des propriétés qui me sont propres, comme Airbus l'a fait, qui sont la quantité d'articles en stock, on a d'autres critères. Et ben, la plateforme, elle permet de répondre à la question. Aujourd'hui, je cherche combien il y a d'articles dont je ne possède qu'un seul exemplaire en stock. Et la plateforme répond en quelques secondes combien il y en a, quelle usine le possède. Donald pourra témoigner qu'avant cela, la réponse était impossible. Donc la plateforme permet cela. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'unifier les classifications. Je dis, et la réponse aurait été, il y a 1925 articles dont le stock est supérieur ou égal à 1 dans le stock commun Airbus qui est là. Pour ceux qui douteraient de l'utilité du modèle, je rajoute qu'un modèle concurrent, dit concurrent, le standard international selon un certain nombre de nos collègues, vous l'entendrez, est TIM.
Alors, le standard international, il concerne essentiellement la partie d'un certain nombre de segments électriques. On dit qu'il posséderait 5235 classes, dont seulement 2785 sont publiées. E-Class aujourd'hui contient 48 000 classes et on contiendra 60 000. Comparé à un système qui ne décrit que les parties du système électrique, à un système qui décrit le tout, réfléchir est nécessaire. Aujourd'hui, l'intégration qui a été faite, parce que un certain nombre d'acteurs avancent, on avance avec Renault, on avance avec le SIAP, l'intégration qui a été faite avec Renault, aujourd'hui, nous permet de dire que dans cette intégration, Renault a pu récupérer environ 200 000 références et on sera à 450 000 avant la fin de l'année. 450 000 références de ces catalogues classés à la méthode ancienne, reformatées dans la méthode nouvelle selon la logique de la classification E-Class, et que ceci devrait quand même permettre à chacun de voir ce que permet la plateforme, l'efficacité qu'on en tire, surtout la rationalisation. Ça permettra aussi à chacun de mesurer, au travers des données fournies, la complexité du problème que permet de résoudre la plateforme, à savoir qu'aujourd'hui, les données sont décrites de façon très aléatoire, à partir de règles qui auraient été communes ou qui ont pu être communes à un temps, mais dont les règles ont varié dans le temps, ce qui fait qu'il est difficile de trouver les bonnes informations dans les extractions qui sont faites des bases de données. La plateforme permet de rationaliser tout ça. Voilà ce qu'on peut dire, et puis je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette grande initiative, et nous nous reverrons plus nombreux, je vous le garantis, parce que les sujets importants démarrent toujours dans l'indifférence. Nous avons démarré, je parle sous le contrôle de quelqu'un qui connaît bien le sujet de la santé et la sécurité au travail en maintenance à la FIM, nous l'avons démarré dans l'indifférence, voire dans l'hostilité. C'était il y a une bonne quinzaine d'années. Aujourd'hui, le chemin parcouru dit il y a moins d'indifférence, il y a moins d'hostilité, et les accidents, il faudra quand même toujours se préoccuper. Là, c'est pareil, les données ne se mettront pas en ordre par le super Google. Ça me rappelle, le super Google, ça me rappelle la question, pour ceux qui se sont intéressés au problème, de la recherche des défaillances par les moteurs d'inférence. On allait avoir des outils qui allaient être capables de rechercher, de trouver toutes les racines des défaillances, parce qu'on aurait trouvé le moteur de résolution de l'analyse des défaillances. Et comme on n'avait pas résolu le problème, on a dit que le supermoteur, c'est-à-dire que tous les problèmes qu'on n'avait pas résolus avant, pour classer, décrire, mettre de l'ordre, on allait trouver un truc génial. Le moteur d'inférence universel. Écoutez, c'est un concept qui a fait long feu, parce que si on dit qu'il existe une seule méthode et une seule approche pour résoudre le problème complexe, on n'a pas. Là, on entre dans une ère, on dit de l'ordre dans les données au départ égale de l'ordre des données à l'arrivée. Mais du désordre au départ, on l'appellera désordre à l'arrivée, on pourrait lui donner d'autres noms. Et c'est bien ce à quoi nous nous attachons et nous nous attaquons. Merci à tout le monde et rendez-vous dans de très prochaines semaines, parce que nous aurons à parler avec un grand acteur au moins sur les achats, la technique reliés ensemble pour parler du sujet. Tout à fait. Merci à tous. Bonne soirée.